Un homme désespéré, 3 enfants inconnus et un passé qui refuse de mourir. Lorsqu'un éleveur solitaire retire le sac de toile de la tête d'un enfant, il n'est pas préparé au visage qui le fixe, un visage qui ne devrait pas être là. Ce qu'il fera ensuite mettra à l'épreuve sa force, sa morale et tout ce qu'il croyait savoir de son existence. Le soleil de plomb s'abattait impitoyablement sur les plaines poussiéreuses des terres de l'Ouest. Nous étions en 1875. Jean Delacroix essuya la sueur de son front buriné en contemplant son domaine en difficulté. À 45 ans, les rides profondes qui marquaient son visage racontaient une histoire de labeur et de solitude. Veuf depuis 5 ans, Jean avait bâti ce ranch avec sa bien-aimée Claire. Mais depuis sa disparition, maintenir l'exploitation à flot était devenu un combat de chaque instant. « Bon sang !» murmura-t-il en examinant un poteau de clôture brisé. Son unique ouvrier, un vieil homme nommé Pierre, ne pouvait plus assumer seul toute la charge de travail. Les grands propriétaires voisins avaient déjà embauché la plupart des bras disponibles dans le comté. Les temps étaient durs, et Jean ne le savait que trop bien. Le voyage hebdomadaire en ville était son seul répit face à cet isolement écrasant. Alors qu'il guidait sa jument alezane dans les rues de Sainte-Croix, le petit poste de traite bourdonnait de son activité habituelle du samedi. Jean attacha sa monture devant le magasin général, adressant un signe de tête bref au visage familier. « Le bonjour, Delacroix !» lança Henri, le propriétaire du magasin. « Comme d'habitude ?»« Oui. Et des nouvelles pour de la main-d'œuvre ?» La voix de Jean était rauque, usée par le silence. Henri secoua la tête. « Rien entendu, mais... » Il baissa la voix, se penchant par-dessus le comptoir. « Il y a un marchand qui traverse la région. Je sais bien que ce n'est plus très légal par les temps qui courent, mais il a des jeunes qu'il présente comme des domestiques sous contrat. Ça pourrait valoir le coup d'œil. » Jean fronça les sourcils. La guerre était finie depuis une décennie et l'esclavage aboli, mais il savait que de telles pratiques perduraient dans l'ombre, particulièrement avec des enfants incapables de se défendre. Cette pensée le rendait malade. « Où ?» demanda-t-il, sa conscience luttant déjà avec ce qu'il s'apprêtait à faire. « À la sortie de la ville, près du vieux moulin abandonné. » Jean récupéra ses provisions, l'esprit tourmenté. Il n'avait jamais possédé d'esclaves, même avant la guerre, lorsque c'était monnaie courante. Claire s'y était toujours farouchement opposée. Mais peut-être pouvait-il sauver ses enfants d'un sort pire encore. Alors que le soleil commençait à décliner, Jean approcha du moulin délabré. Un homme maigre au visage de fouine se tenait près d'un chariot. 3 petites silhouettes étaient recroquevillées à l'intérieur, des sacs de toile de jute couvrant leur tête. L'estomac de Jean se noua. « Le bonsoir !» salua le marchand avec un sourire aux dents jaunies. « Je suis Moreau. Intéressé par un peu d'aide pour votre propriété ? Les petits travaillent dur et mangent peu. » Jean lutta pour contenir sa colère. « Combien ? 50 $ pièce. Ils sont sains et forts. » En examinant les enfants tremblants, Jean remarqua leurs bras maigres et leurs vêtements en lambeaux. Aucun ne semblait avoir plus de 12 ans. « Je prends les 3, déclara-t-il fermement. Les sourcils de Moreau se levèrent de surprise. « Les 3 ? C'est une somme coquette. » 100 $ pour le lot, contra Jean, sachant qu'il dépensait là presque toutes ses économies. Après un bref marchandage, Moreau accepta 120 $. Alors que Jean comptait l'argent, il remarqua un petit médaillon pendant au cou de l'un des enfants, partiellement visible sous la toile. Quelque chose dans cet objet lui semblait étrangement familier. « Montez dans mon chariot !» ordonna Jean aux enfants d'une voix bourrue, maintenant sa façade jusqu'à ce qu'il soit loin de Moreau. Une fois à 1 kilomètre de la ville, Jean arrêta l'attelage. Les enfants restaient figés, la peur émanant d'eux malgré leurs visages couverts. « Je vais enlever ces sacs maintenant, » dit Jean doucement. « Vous êtes en sécurité. Je ne vous ferai aucun mal. » Il retira le premier sac, révélant un jeune garçon aux cheveux noirs et aux yeux terrifiés. Le second cachait une fillette aux cheveux blonds emmêlés et aux joues sillonnées de larmes. Lorsque Jean tendit la main vers le 3e sac, ses doigts tremblèrent. Au moment où il tira la toile, son cœur s'arrêta.
Le regard qui le fixait était celui des mêmes yeux bruns profonds qui avaient jadis appartenu à sa femme. La fillette, âgée de tout au plus 10 ans, était le portrait craché de Claire. Autour de son cou pendait un médaillon, celui-là même qu'il avait offert à son épouse le jour de leurs noces. Un bijou de famille portant les armoiries des Delacroix. « Comment t'appelles-tu, mon enfant » murmura Jean, sa voix à peine audible. « Élise » répondit-elle timidement. « Élise Delacroix. Ma maman s'appelait Claire avant de mourir. Elle m'a dit de retrouver mon papa si je le pouvais. » Jean fixait l'enfant incrédule. Sa fille, la fille dont il ignorait l'existence. Claire devait être enceinte lorsqu'elle était partie rendre visite à sa sœur dans l'Est, peu avant que la nouvelle de sa mort par la fièvre ne lui parvienne. D'une manière ou d'une autre, cet enfant avait survécu, seulement pour finir entre les mains de trafiquants. « Élise, répéta-t-il, la voix brisée, je suis ton père. » Le poids de cette révélation s'abattit sur lui, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, projetant de longues ombres sur les plaines qui semblaient soudain remplies à la fois de ténèbres et d'espoir. Le retour au ranch se fit dans un lourd silence. L'esprit de Jean tourbillonnait de questions, tandis qu'il jetait parfois un regard en arrière vers les enfants blottis dans le chariot. Élise, sa fille, était assise entre les deux autres, ses petites mains serrant le médaillon à son cou. « Vous trois devez avoir faim, » dit finalement Jean, sa voix résonnant trop fort dans la nuit calme. Les enfants acquiescèrent prudemment. « Je m'appelle Louis, » se risqua le garçon, la voix à peine audible. « Et voici Marie. » Il désigna la fillette blonde qui n'avait pas prononcé un mot. Lorsque la maison apparut, Jean aperçut Pierre debout sous le porche, lanterne à la main, la curiosité évidente dans sa posture. « Je ne m'attendais pas à vous voir revenir avec de la compagnie, patron, » lança Pierre en observant les enfants avec surprise. « Moi non plus, Pierre, moi non plus. » Jean aida les enfants à descendre du chariot. « Ces trois-là ont besoin de nourriture et de repos, et j'ai besoin d'avoir une longue conversation avec cette jeune demoiselle. » À l'intérieur de la modeste demeure, les enfants mangèrent avec voracité. Marie restait silencieuse, mais ses yeux scrutaient constamment la pièce, comme si elle cherchait des issues de secours. Louis gardait un bras protecteur autour de ses épaules. Élise étudiait le visage de Jean entre deux bouchées, cherchant une ressemblance. Après le repas, Pierre conduisit Louis et Marie dans une petite chambre où ils pourraient dormir. Jean fit asseoir Élise dans la cuisine, ses mains tremblant légèrement alors qu'il se servait un petit verre de whisky. « Ta mère, elle ne m'a jamais parlé de toi, » commença-t-il, cherchant les mots justes. Élise hocha la tête solennellement. Maman a dit qu'elle l'avait découvert après son départ pour voir tante Solange. Elle voulait vous faire la surprise à son retour. Le calme de la fillette était remarquable pour son âge. Mais ensuite, elle est tombée malade. Avant de mourir, elle m'a donné ça. Élise toucha le médaillon. Elle m'a fait apprendre votre nom et celui du ranch par cœur. Mais tante Solange est morte aussi. Et les gens qui m'ont recueilli m'ont vendu quand les temps sont devenus durs. Jean refoula ses larmes. Comment as-tu fini avec cet homme ? J'ai été vendu 3 fois, monsieur. La dernière famille a perdu sa ferme. Louis et Marie étaient déjà avec monsieur Moreau quand il m'a acheté. Elle hésita. Êtes-vous vraiment mon père ? Jean ouvrit un tiroir et en sortit un vieux daguerréotype usé. C'était ta mère, dit-il, en lui montrant l'image de Claire portant le même médaillon. Tu lui ressembles tant. Élise effleura doucement l'image. Maman en avait une comme ça. Elle me la montrait souvent pour que je puisse vous reconnaître. Ses yeux s'embuèrent de larmes. Mais j'avais peur de dire quoi que ce soit quand vous nous avez achetés. Certains hommes prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Tu es une fille intelligente. Jean hocha la tête avec approbation. Ta mère était très futée, elle aussi. Il s'éclaircit la gorge. Élise, c'est ta maison maintenant. Ces autres enfants, connais-tu leur histoire ? Les parents de Louis sont morts du choléra. Marie, elle ne parle pas. Quelque chose de terrible est arrivé à sa famille. Louis la protège. Jean absorba ces informations. Eh bien, ils sont en sécurité ici aussi. Personne ne vous vendra plus jamais.
Cette nuit-là, Jean eut peine à trouver le sommeil. La fille dont il ignorait l'existence dormait sous son toit. Claire était morte en pensant qu'ils finiraient par trouver et s'occuper de leur enfant. Au lieu de cela, Élise avait enduré des années de misère et d'incertitude. Le lendemain matin, Jean trouva Pierre déjà debout, s'affairant à préparer le petit déjeuner. « Ces enfants », murmura le vieil homme sans lever les yeux de sa poêle. « Je reconnais les ennuis quand je les vois. On va venir les chercher. »« Que veux-tu dire ?» Pierre soupira lourdement. « Ce traître, Moreau, il est connu pour voler des enfants, pas seulement pour les acheter à des familles aux abois. Le bruit court en ville que la loi est à ses trousses. S'il découvre que vous avez payé pour ces gosses... » La mâchoire de Jean se contracta. « Je les ai sauvés. » La loi ne verra peut-être pas les choses ainsi, surtout avec les nouvelles réglementations. Acheter des êtres humains, même pour les aider, c'est compliqué de nos jours. Comme convoqués par leur conversation, les enfants apparurent dans l'encadrement de la porte. Élise fit un pas en avant. « Monsieur Delacroix, père, Louis dit que nous devrions partir. Il dit que nous allons vous attirer des problèmes. » Louis se tenait protecteur près de Marie, le regard sombre. « On a déjà vu ça, monsieur. Les gens qui nous aident finissent par être blessés. » Jean regarda ses 3 enfants, marqués par la peur et des épreuves bien trop lourdes pour leur âge. Sa fille l'avait enfin trouvée. Il n'était pas question de la perdre à nouveau. « Personne ne part, déclara-t-il fermement. Ici, c'est votre maison. Nous affronterons ensemble tout ce qui viendra. » Plus tard dans la matinée, tandis que les enfants aidaient Pierre au corvée, Jean chevaucha jusqu'aux confins de ses terres. Le ranch voisin appartenait à Thomas Vasseur, un homme intègre et ancien soldat. Si quelqu'un pouvait comprendre sa situation difficile et offrir un conseil avisé, c'était bien lui. Jean le trouva en train de réparer une clôture. « Thomas, j'ai besoin de ton avis sur une affaire délicate. » Après avoir expliqué la situation, en omettant seulement le fait qu'Élise était sa fille, Jean attendit anxieusement la réponse de Vasseur. Ce dernier ôta son chapeau, essuyant la sueur de son front. « Tu t'es aventuré en terrain dangereux, Jean. Légalement, ce que tu as fait pourrait être interprété comme une participation à un trafic d'êtres humains, même avec les meilleures intentions du monde. Qu'aurais-tu fait? Les laisser avec ce monstre? » « Non, admit Vasseur. Mais il existe des voies officielles, des orphelinats, les autorités. » « Et combien d'enfants disparaissent dans ces voies officielles ?» rétorqua Jean. Vasseur soupira. « C'est un argument valable. Écoute, le shérif Bastien est un homme raisonnable. Explique-lui la situation avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. Et obtiens des papiers en règle pour ses enfants, des documents d'adoption pour le garçon et la fille. » Il hésita, étudiant le visage de son ami. « Cette petite, Élise, il y a autre chose à son sujet, n'est-ce pas ?» Jean marqua un temps d'arrêt avant de décider de faire confiance à son voisin. « C'est ma fille, Thomas. Ma propre chair et mon sang, dont j'ignorais l'existence. » Les yeux de Vasseur s'écarquillèrent. « Eh bien, cela change considérablement la donne. Tu devras établir la paternité légalement. » Il posa une main sur l'épaule de Jean. « Tu as bien agi pour ces enfants, Jean. Mais prépare-toi. La loi est encore floue sur ces questions et tout le monde ne verra pas tes actions comme nobles. » Tandis que Jean retournait au ranch, des nuages sombres s'amoncelaient à l'horizon. Une tempête se préparait, au sens propre comme au figuré. Mais pour la première fois depuis la mort de Claire, il ressentait un but précis. Ses enfants avaient besoin de lui, surtout Élise. Et peut-être, d'une certaine manière, avait-il besoin d'eux aussi? 2 semaines passèrent au domaine de la Croix, apportant des changements subtils mais significatifs. Les enfants s'installèrent progressivement dans une routine, leur lassitude initiale cédant lentement la place à une confiance prudente. Élise avait pris l'habitude de suivre Jean à travers la propriété, avide d'en apprendre davantage sur le ranch qui serait un jour son héritage. Louis montrait une aptitude surprenante avec les chevaux, tandis que Marie,
toujours silencieuse, trouvait du réconfort en aidant aux tâches ménagères. Jean regardait sa fille brosser l'une des juments, ses petites mains travaillant avec une douce détermination. La ressemblance avec Claire devenait chaque jour plus frappante, apportant à la fois de la joie et la douleur du souvenir. « Tu fais ça très bien », commenta-t-il en s'approchant d'elle. « Ta mère aimait les chevaux aussi. » Élise sourit. « C'est un spectacle rare et précieux. Est-ce qu'elle vous a appris à monter ?» Jean rit doucement. « C'était plutôt l'inverse, mais elle a appris bien plus vite que je ne l'aurais jamais cru. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Élise, je dois aller en ville aujourd'hui. Le shérif Bastien a demandé à vous rencontrer tous les trois. » La peur assombrit immédiatement son visage. « Est-ce qu'on a des ennuis ? Vous allez nous renvoyer ?»« Non, absolument pas, » l'assura Jean avec fermeté. « Mais nous devons rendre tout cela officiel et légal, pour que tu sois reconnue comme ma fille et pour que Louis et Marie puissent rester ici en sécurité. » Élise hocha la tête, mais l'inquiétude demeurait dans son regard. « Et s'il ne vous croit pas ? S'il nous emmène quand même ?» Jean s'agenouilla à sa hauteur. « Je ne laisserai pas cela arriver. Tu as ma parole. » Plus tard dans la matinée, le chariot approcha de Saint-Sauveur. Jean avait habillé les enfants avec leurs meilleurs vêtements, bien que ceux-ci fussent encore terriblement inadaptés. Ils auraient bientôt besoin d'une garde-robe correcte, une autre dépense que Jean n'avait pas prévue, mais qu'il ne regrettait pas. Le shérif Bastien attendait à son bureau. C'était un homme sévère mais juste, qui avait servi pendant la guerre et était revenu pour mettre de l'ordre dans cette communauté grandissante. Son adjoint, un jeune homme nommé Mercier, observait avec une méfiance évidente, tandis que Jean faisait entrer les enfants. « Voici les enfants dont j'ai parlé, » dit Jean, se tenant protecteur derrière eux. Louis, Marie et Élise. Le shérif Bastien les étudia pensivement. « Le rapport que j'ai reçu mentionne que vous avez acheté ces enfants à un trafiquant suspecté de la Croix. C'est une affaire sérieuse. Je ne les ai pas achetés comme du bétail, shérif. J'ai payé pour les libérer de la captivité, corrigea Jean fermement. Et celle-ci, il posa doucement ses mains sur les épaules d'Élise. Et ma fille. Les sourcils du shérif se levèrent. Votre fille, c'est une affirmation audacieuse. Une affirmation que je peux prouver, répliqua Jean en produisant les lettres de Claire et les médaillons identiques. Sa mère était mon épouse, Claire. Elle est morte avant de pouvoir rentrer à la maison avec notre enfant. Tandis que le shérif examinait les preuves, l'adjoint Mercier tournait autour des enfants avec suspicion. « Et les deux autres, quel lien de parenté commode ont-ils » Jean croisa le regard antagoniste du jeune homme. « Aucun. Ce sont des orphelins qui ont besoin d'un foyer, ce que je leur fournis. »« Par pure bonté de cœur, ricana Mercier, ou avez-vous besoin de main-d'œuvre bon marché pour votre ranch en faillite ?» Jean fit un pas en avant, mais le shérif Bastien leva la main. « Ça suffit, Mercier. » Il se tourna vers Jean. « La documentation pour Élise semble légitime. Je devrais la vérifier, mais sa ressemblance avec Claire est remarquable. » Il lissa sa moustache pensivement. « Quant aux autres, il existe des procédures appropriées pour l'adoption. »« Je comprends, » acquiesça Jean. « Je suis prêt à suivre toutes les étapes légales nécessaires. » Le shérif soupira. « Ce n'est pas si simple, Delacroix. Ce que vous avez fait en payant ce traître viole techniquement la loi fédérale, quelles que soient vos intentions. » « Qu'auriez-vous voulu que je fasse ? Les laisser être vendus à Dieu sait qui ?» s'insurgea Jean. Avant que le shérif ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Un homme bien habillé entra, flanqué de deux compagnons à l'allure patibulaire. Jean le reconnut immédiatement. Édouard Valmont, le propriétaire terrien le plus riche de la région, un homme connu pour ses pratiques commerciales impitoyables. « Shérif Bastien, » annonça Valmont en ôtant son chapeau, « je crois comprendre que vous enquêtez sur une affaire de propriété volée. » Jean se plaça devant les enfants, tel un bouclier. « Ce sont des enfants, Valmont, pas des biens matériels. » Les yeux froids de Valmont se posèrent sur Marie. « Cette fille a signé un contrat pour travailler dans ma maison avant d'être enlevée. J'ai payé une coquette somme pour ses papiers d'apprentissage. » Marie recula, tremblant violemment. Louis se plaça devant elle, son jeune visage déterminé malgré la peur.
Elle n'ira nulle part avec vous, déclara Jean d'une voix sourde. Valmont sourit finement. La loi dit le contraire, n'est-ce pas, shérif? J'ai les documents. Il sortit des papiers de son manteau, signés et notariés. Le shérif Bastien examina les documents en fronçant les sourcils. Ils semblent en ordre, mais étant donné les circonstances et les accusations de trafic d'enfants, je vais devoir vérifier leur authenticité. Pendant que vous enquêtez, pressa Valmont, la fille doit être rendue à ma garde. Non, le mot explosa de la bouche de Louis, surprenant tout le monde. Vous ne pouvez pas la prendre, vous savez ce qui est arrivé aux autres. Le visage de Valmont s'assombrit. Contrôlez ce garçon, Delacroix, ou je le fais arrêter pour calomnie. Le shérif Bastien leva les mains. Personne n'emmène personne aujourd'hui. Ces enfants resteront sous protection jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Il se tourna vers Jean. Je vous les confie temporairement, Delacroix, jusqu'à l'arrivée du juge de circuit le mois prochain. Vous comparaîtrez tous devant lui à ce moment-là. En quittant le bureau du shérif, Jean pouvait sentir le regard de Valmont lui brûler le dos. Une fois à l'extérieur, Jean pressa les enfants vers leur chariot. « Qu'est-ce que Louis voulait dire à propos des autres » demanda-t-il doucement, une fois l'attelage en mouvement. Élise jeta un coup d'œil à Marie, puis parla avec hésitation. Marie a été prise dans un orphelinat de la capitale avec 3 autres filles. Elles étaient censées travailler comme domestiques, mais les autres ont été envoyées ailleurs. Louis a entendu des hommes parler de les vendre plus au sud. Les mains de Jean se crispèrent sur les rênes. Valmont était derrière tout cela. Marie a vu des choses terribles dans sa maison, ajouta Élise. C'est pour ça qu'elle ne parle plus. Les implications glacèrent le sang de Jean. Si Valmont était impliqué dans un trafic d'enfants allant au-delà de simples contrats de travail abusifs, cela expliquait son intérêt soudain pour récupérer Marie. Il ne s'agissait pas d'une domestique en fuite. Il s'agissait de faire taire un témoin. À leur approche du ranch, Pierre vint à leur rencontre à cheval, le visage grave. « On a des ennuis, patron. Pendant votre absence, des hommes sont passés. Ils ont dit qu'ils ne faisaient que traverser, mais ils posaient des questions sur les petits. » Jean regarda les 3 silhouettes blotties dans son chariot. Il leur avait promis la sécurité, et il comptait bien tenir cette promesse, quel qu'en soit le prix. « Pierre, file chez Thomas. Dis-lui qu'on doit parler d'urgence. » Jean se tourna vers l'intérieur du chariot. « Vous tous, restez loin des fenêtres. » Ce soir-là, après que les enfants se furent endormis, Jean s'assit à sa table de cuisine pour nettoyer sa carabine. L'orage qui menaçait depuis des jours éclata enfin, la pluie martelant le toit tandis que le tonnerre roulait sur les plaines. Chaque éclair illuminait son visage déterminé. Il protégerait ses enfants, sa fille et les 2 orphelins qui, contre toute attente, faisaient désormais partie de sa vie. Quelles que soient les manigances de Valmont, Jean se dressait maintenant sur son chemin. Et dans ces contrées sauvages, c'était une place dangereuse. Le lendemain de la tempête, l'aube se leva claire et fraîche, démentant la tension qui s'était installée sur le domaine de la Croix. Jean avait à peine dormi, montant la garde près de la fenêtre, son arme à portée de main. Thomas Vasseur était arrivé tard la veille, apportant des nouvelles inquiétantes. « Valmont rachète des contrats d'apprentissage dans tout le territoire », avait expliqué Thomas à voix basse. La plupart semblent légitimes au premier abord, mais il y a des rumeurs sur ce qu'il advient de ces enfants par la suite, surtout les filles. À présent, regardant les enfants aider Pierre à nourrir les bêtes, Jean songeait à leur situation précaire. Le juge de circuit n'arriverait pas avant 3 semaines. D'ici là, Valmont pouvait leur rendre la vie impossible, ou pire. « Père !» appela Élise, interrompant ses pensées en s'approchant du porche. Elle avait commencé à utiliser ce terme avec hésitation, mais le prononçait désormais avec une confiance grandissante. Louis dit qu'on devrait apprendre à tirer. Jean haussa un sourcil. Il dit que si les méchants reviennent, nous devrions être capables de nous défendre, ajouta-t-elle solennellement. L'idée que ses enfants doivent faire face à un tel danger serra le cœur de Jean, mais il ne pouvait nier le pragmatisme de la demande. On aura le temps pour ça. Mais d'abord, nous avons affaire en ville. En ville ? La peur traversa le visage d'Élise. Est-ce bien prudent ? On ne peut pas se cacher éternellement, répondit Jean avec douceur. Et vous avez besoin de vêtements et de fournitures. Il sourit,
tentant d'alléger l'atmosphère. De plus, j'ai arrangé une rencontre avec quelqu'un d'important. Ce quelqu'un était Madame Roche, l'institutrice du village et veuve d'un officier. Jean lui avait fait parvenir un message demandant son aide, et elle avait accepté de les retrouver au magasin général. Lorsqu'ils entrèrent dans les shops, Jean fut douloureusement conscient des regards et des murmures qui les suivaient. Les nouvelles voyageaient vite dans les petites communautés, et tout le monde était au courant pour les 3 enfants. Madame Roche les attendait, son visage bienveillant s'illuminant d'un sourire chaleureux à leur approche. « Tu dois être Élise », salua-t-elle en tendant la main à la fille de Jean. « Et Louis, et Marie, je suis ravie de vous rencontrer. » Pendant que Jean choisissait des vivres, Madame Roche aida les enfants à sélectionner des vêtements appropriés. À la surprise générale, Marie laissa l'institutrice lui prendre la main, chose qu'elle n'avait permise à personne d'autre que Louis depuis son arrivée au ranch. « Elle vous aime bien », observa Élise. Madame Roche sourit. Parfois, les enfants qui ont vécu des drames trouvent plus facile de faire confiance à quelqu'un d'extérieur à leur situation immédiate. Elle baissa la voix. Monsieur Delacroix a mentionné que Marie ne parlait pas. J'ai déjà travaillé avec des enfants comme elle. Alors qu'ils terminaient leurs achats, la porte du magasin s'ouvrit et l'adjoint Mercier entra, accompagné de 2 hommes de main de Valmont. L'atmosphère se tendit instantanément. « Delacroix », lança froidement Mercier. « Le shérif veut vous voir. Seul. » Jean jeta un coup d'œil à Madame Roche, qui acquiesça imperceptiblement. « Je reste avec les enfants », l'assura-t-elle. Au bureau du shérif, Jean trouva Bastien l'air soucieux. « Valmont a porté plainte officiellement », expliqua le shérif sans préambule. « Il prétend que vous avez sciemment acheté une propriété volée, les enfants, à un criminel connu. »« C'est absurde », protesta Jean. « Je les sauvais. »« Je le sais, Jean. Mais Valmont a de l'influence auprès du juge territorial. Il fait pression pour que les enfants vous soient retirés immédiatement en attendant l'audience. » Le sang de Jean se glaça. « Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Vous savez ce qu'il cherche vraiment ?» Le shérif soutint son regard. « J'ai des soupçons, mais aucune preuve. Et sans preuve, la loi me lie les mains. »« Et la loi qui est censée protéger les enfants innocents » s'emporta Jean. Avant que Bastien ne puisse répondre, des coups de feu éclatèrent en direction du magasin général. Jean se rua dehors, le shérif sur ses talons. Ils arrivèrent face au chaos. Une foule s'amassait. Madame Roche tenait Élise en sanglots dans ses bras, mais nulle trace de Louis ou de Marie. « Ils les ont pris !» cria Élise en voyant son père. « Les hommes de Valmont ont pris Louis et Marie !» Madame Roche était livide. « Ils sont entrés avec des armes. Ils ont dit qu'ils avaient l'autorité légale pour récupérer la fille. Quand Louis a essayé de les arrêter, ils l'ont emmené aussi. » Jean se tourna vers le shérif Bastien. « Toujours besoin de preuves ?» Le visage du shérif se durcit. Ce n'était pas une action légale, c'était un enlèvement en plein jour. Il éleva la voix vers la foule rassemblée. « J'ai besoin de volontaires, des hommes armés prêts à chevaucher, maintenant !» À la surprise de Jean, plusieurs habitants s'avancèrent immédiatement, dont Henri, le propriétaire du magasin, et le forgeron, un ancien esclave affranchi. « Emmenez Élise au ranch », ordonna Jean à Madame Roche. « Pierre veillera sur vous. » Il vérifia le barillet de son revolver. « Nous allons récupérer ces enfants. » Moins d'1 heure plus tard, une escouade de 8 hommes quittait Saint-Sauveur, suivant la piste laissée par les hommes de Valmont. Le shérif Bastien les avait tous temporairement assermentés, donnant à leur poursuite une légitimité légale. « Ils se dirigent vers le domaine principal de Valmont », observa Thomas en examinant les traces. « Il a une petite armée là-bas. »« Alors nous ferions mieux de les rattraper avant qu'ils n'y arrivent », répondit Jean d'un ton sinistre. Ils chevauchèrent dur tout l'après-midi, gagnant du terrain sur les ravisseurs ralentis par la présence des enfants. À l'approche du crépuscule, ils repérèrent de la poussière s'élevant d'une petite vallée devant eux. « Là !» pointa le shérif. « Ils se sont arrêtés à la passe du diable. » Les hommes mirent pied à terre, s'approchant silencieusement pour évaluer la situation. Valmont lui-même avait rejoint ces hommes. Ils étaient 5 au total et avaient établi leur campement dans la passe, une formation naturelle qui offrait un abri mais limitait aussi les issues. Louis et Marie étaient visibles, ligotés près du feu de camp. Même de loin, Jean pouvait voir des ecchymoses sur le visage de Louis.
Nous sommes plus nombreux, nota Bastien, mais ils utiliseront les enfants comme boucliers si nous chargeons. Jean étudia le terrain. Il y a un autre moyen. Le flanc arrière de la passe a un sentier étroit. Un homme pourrait se glisser par là pendant que le reste d'entre vous crée une diversion. C'est du suicide, objecta Thomas. Pas si la diversion est assez convaincante, contra Jean. Je connais chaque centimètre de cette terre. Je chassais ici avec Claire. Après un débat houleux, le shérif accepta le plan à contre-cœur. Alors que l'obscurité tombait complètement, Jean entama son ascension périlleuse sur la paroi arrière de la passe, tandis que le groupe se préparait à approcher de front. Les rochers étaient glissants de rosée vespérale, et plusieurs fois, Jean faillit perdre prise. Un faux pas l'enverrait s'écraser en bas de la pente raide, mais l'image de Louis et Marie entre les griffes de Valmont le poussait en avant. Atteignant enfin une position surplombant le camp, Jean put voir Valmont parler aux enfants, sa voix portant dans l'air nocturne. « Vous rapporterez un bon prix au Mexique, disait-il à Marie. Certains clients paient un supplément pour les jolies petites choses comme toi. Et toi, il se tourna vers Louis, tu aurais dû apprendre à fermer ta gueule. » Le sang de Jean bouillit devant la confirmation de ses pires craintes. Avec précaution, il se positionna sur une corniche directement au-dessus du camp, attendant le signal. Il vint sous la forme de la voix du shérif Bastien, amplifiée par l'acoustique de la gorge. « Édouard Valmont, ici le shérif Bastien. Vous êtes cerné. Relâchez les enfants et rendez-vous. » Le chaos éclata en contrebas, alors que les hommes de Valmont se ruaient sur leurs armes. Profitant de la confusion, Jean sauta dans le camp, atterrissant lourdement mais parvenant à rester debout. Il dégaina son revolver, se plaçant entre les enfants et leur geôlier. « C'est fini, Valmont », déclara Jean en tranchant rapidement les liens de Louis et Marie avec son couteau. Valmont se retourna, le visage tordu par la rage. « Delacroix, tu es un homme mort. » Il leva son pistolet. 2 coups de feu retentirent simultanément. Jean ressentit une brûlure fulgurante à l'épaule alors que sa propre balle trouvait sa cible dans la poitrine de Valmont. Le riche éleveur tituba en arrière, la surprise remplaçant la fureur sur ses traits avant de s'effondrer. Le shérif et ses hommes déferlèrent dans le camp, submergeant rapidement les derniers hommes de main. Thomas se précipita aux côtés de Jean. « C'est grave ?» demanda-t-il en examinant la blessure. « Je vivrai, grimaça Jean. Les enfants ?» Louis avait déjà tiré Marie dans une étreinte protectrice, tous deux regardant avec des yeux écarquillés les hommes du shérif menotter les prisonniers. « Ils sont saufs, l'assura Thomas, grâce à toi. » Le retour vers Saint-Sauveur fut lent en raison de la blessure de Jean. Mais au matin, ils arrivèrent pour trouver une Élise anxieuse attendant avec Madame Roche et Pierre. Les retrouvailles entre les 3 enfants furent un mélange de larmes et de joie pure. Tandis que le médecin du village soignait sa plaie, le shérif Bastien livra les nouvelles. « Valmont est mort. Ces hommes parlent, espérant la clémence. Il semble qu'ils trafiquaient des enfants vers le Mexique depuis des années, sous couvert de contrats de travail légitimes. »« Et les enfants ?» demanda Jean avec anxiété. « Le juge devra encore rendre sa décision, mais vu les circonstances et les preuves, je ne prévois aucun obstacle à ce que vous adoptiez Louis et Marie, si telle est votre intention. » Le shérif esquissa un léger sourire. « Et la paternité d'Élise est hors de doute à présent ?» 2 mois plus tard, le domaine Delacroix accueillait une petite réunion. Le juge de circuit avait rendu ses verdicts, accordant à Jean la garde légale complète d'Élise en tant que sa fille et approuvant l'adoption de Louis et Marie. Madame Roche était devenue une visiteuse fréquente, aidant à l'éducation des enfants et apportant une chaleur au foyer qui avait manqué depuis trop longtemps. Alors que le crépuscule s'installait sur les plaines, Jean était assis sous le porche, son épaule en guérison encore raide mais s'améliorant. Les enfants jouaient dans la cour, leur rire résonnant comme une musique qu'il avait cru ne jamais entendre en ce lieu. Élise monta les marches et s'installa près de lui, s'appuyant contre son épaule valide. « Père, dit-elle pensivement, penses-tu que maman serait heureuse de notre famille maintenant ?» Jean regarda Louis, qui apprenait à Marie à lancer un lasso. La fillette, autrefois muette, s'exprimait désormais par de doux chuchotements occasionnels.
Il songea à quel point il avait été proche de tout perdre et combien il avait gagné à la place. « Oui, répondit-il, la voix rauque d'émotion. Ta mère serait très heureuse. » Le médaillon autour du cou d'Élise capta les derniers rayons du soleil couchant, brillant comme une promesse tenue. De la tragédie et des ténèbres avait jailli une lumière inattendue. Une famille forgée non seulement par le sang, mais par le courage, le sacrifice et l'amour.